Lénaïque, Bonjour. bonjour la communauté Vibre Magazine. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Lénaïque Pardon. Alors Lénaïque, il est ingénieur agronome et titulaire d'une thèse en agronomie et en environnement. Et aujourd'hui, donc, il va nous parler d'un projet qui lui tient à cœur pour l'avenir. Et il va nous expliquer de quoi il s'agit. C'est la création d'une forêt comestible. Voilà. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas ce que c'est une forêt comestible. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est en fait, on peut imaginer comme une sorte de petite jungle dans laquelle on pourrait manger un peu tout ce qui pousse. Donc, D'accord. des fruits sur les arbres, des feuilles qui peuvent faire des légumes. On peut imaginer des champignons, des baies. Euh, Et alors après, ça peut être plus compliqué que ça. Il y a toujours des petites choses qui sont pas comestibles, mais on peut aussi avoir des, euh, des plantes médicinales. Voilà. Et une forêt comestible. Alors parfois, on appelle ça une forêt nourricière aussi. Oui. Et puis parfois, jardin-forêt. C'est un terme qui s'est pas mal développé en français actuellement. Et ce que j'aime bien dans l'idée de jardin-forêt, c'est que ça ouvre aussi à d'autres utilisations possibles, d'autres fonctions, comme par exemple, dans une forêt, on peut aussi imaginer récolter du bois pour l'énergie, planter un arbre en imaginant qu'il va servir pour fabriquer un matériau de construction plus tard. Et ça peut même aller encore plus loin sur des sujets qui m'intéressent pas mal, comme comment habiter la forêt, des architectures vivantes, comment planter les arbres pour peut-être construire une cabane dans l'arbre ou des choses comme ça. D'accord. Donc ça fait Voilà. beaucoup de choses. Ouais. Alors, pourquoi tu t'es intéressé particulièrement à ce type de plantation qui permet à la fois de manger, à la fois de se chauffer, à la fois de créer un habitat? Quel est pour toi l'intérêt de ce type de plantation? Alors, je pense que peut-être que à l'origine, c'est une sorte d'intérêt ou de fascination pour les plantes et la nature déjà. C'est ça que du coup, ça me rend un peu curieux. Euh, et aussi l'aspect justement un peu interdisciplinaire ou multifonctionnel, où on peut, euh, voilà, au lieu d'être focalisé sur un aspect, Oui. là, on se retrouve avec un mini écosystème. D'ailleurs, ça peut être tout petit, ça peut être dans un petit jardin, c'est pas nécessairement une grande forêt. Mhm. On peut même imaginer sur un balcon une, une version toute petite d'une forêt, d'une forêt comestible. Euh, et en fait, voilà, cet aspect où on a plusieurs fonctions, euh, ce que j'aime bien, c'est que ça rappelle un peu l'idée que tout est connecté et qu'on peut commencer par juste une petite forêt et partir sur des questions sociales ou d'anthropologie, d'histoire, de chamanisme même, toutes ces choses-là. Donc c'est un peu, je crois, un petit peu peut-être aussi tout le mystère qu'il y a derrière la forêt et tout ce Ok. qu'on peut en faire qui m'intéresse, je pense. En fait, c'est l'inverse d'une monoculture. Voilà, ouais, c'est vrai, exactement, où on essaye de reproduire le plus possible ce qui se passe dans la nature, D'accord. les différents principes, le cycle des nutriments, le cycle de l'eau, les combinaisons, les interactions entre les plantes et tout ça. Ok. Alors, bah, puisqu'on on vient de parler de monoculture et que tu es agronome, ce serait intéressant pour la communauté Vibre Magazine que tu nous expliques finalement pourquoi une monoculture est délétère par rapport à justement ce système de forêt nourricière ou d'autres systèmes qui existent, j'imagine, qui permet des interactions entre le vivant et qui sont le contraire de quelque chose de délétère, parce que je sais que les monocultures sont délétères, mais Hmm. j'avoue que je ne sais pas exactement pourquoi. Ouais, alors, en fait, je pense que finalement, c'est un sujet super complexe. Oui. On peut tous le comprendre, mais c'est juste que c'est long à expliquer. Et donc, c'est toujours un peu simplifié quand on essaye de l'expliquer plus couramment. Mais je peux peut-être faire des zooms un peu, par exemple, dans une forêt nourricière.
On va avoir plein de jeux d'ombre, plein de formes différentes, des abris différents, et donc on va avoir une biodiversité complètement différente. Il y a énormément d'insectes qui vont pouvoir trouver un habitat différent, tandis que si on plante toujours la même chose, même si c'est que des arbres, par exemple, les mêmes arbres, la même espèce, on va avoir tendance à pouvoir attirer que euh, le même groupe d'insectes, par exemple. Tout d'un coup, la biodiversité est réduite, et du coup, on va peut-être manquer certains insectes qui seraient là plutôt pour protéger cette plante, ou, euh, ou alors un autre aspect, encore un autre zoom, cette plante, elle va avoir besoin de certains nutriments, elle va utiliser le soleil d'une certaine façon, et du coup, euh, euh, elle va puiser trop ces nutriments-là. Et il y a d'autres nutriments qui vont s'accumuler. Et du coup, vu ils vont s'accumuler, ils ne seront pas retenus. S'il pleut énormément, ils vont être lessivés, ils vont être perdus. Tandis que si on combine différents besoins, en fait, les plantes n'ont pas les mêmes besoins, elles vont pas chercher les nutriments au même endroit, ça peut éviter de perdre des nutriments. Ça, voilà, il y a plein d'aspects comme ça. Donc là, j'ai parlé de la biodiversité, de la perte de nutriments, euh, et il y aurait encore d'autres aspects qu'on peut. De manière très simplifiée, parce qu'on est sur un format court et qu'on s'adresse à des non-spécialistes, hein, euh, on parle beaucoup de biodiversité aujourd'hui. On en parle à peu près, je dirais, à même hauteur que le climat. Pourquoi est-ce que la biodiversité est si importante pour nous humains? Alors, je vais même pas penser à l'aspect éthique des choses où on peut se dire que il n'y a pas de raison qu'on soit placé plus haut dans la chaîne et que finalement toutes les espèces ont le droit d'exister. Mais si on se place d'un point de vue plus humanocentriste, comme on a eu Hmm. l'habitude de le faire depuis des décennies, voire des siècles, en quoi est-ce que la biodiversité est essentielle pour nous? Euh, alors, il y a peut-être aussi de nombreuses façons d'y répondre, mais alors on peut imaginer que, par exemple, pour les cultures, indirectement, pour manger, on fait pousser des plantes, euh, et dans un cas de monoculture avec une plus faible biodiversité, en fait, l'écosystème, il risque en général d'être moins résilient. Il est plus faible. D'accord? La plante peut tomber malade plus facilement. Euh, Donc, du coup, ça veut dire qu'on risque d'avoir un rendement, le rendement peut être très bas, parce que cette année-là, il y a eu un problème, une maladie. Tandis que dans un écosystème avec une plus grande biodiversité, en général, c'est jamais des règles qui marchent tout le temps, en fait. Mais Non, bien en sûr. général, du coup, l'écosystème va être plus résilient, parce qu'il va y avoir peut-être une bactérie ou un champignon qui va être le parasite de la maladie qui va affecter la culture. Et donc, dans ce contexte-là, peut-être les rendements vont diminuer moins parce qu'il y aura une régulation de l'écosystème grâce à sa diversité, à sa biodiversité. C'est juste un exemple. Sinon, on pourrait aussi prendre l'exemple des abeilles, dont on entend souvent parler, Oui. qui ont tendance un peu à disparaître. Donc, c'est un peu une érosion de la biodiversité, on appelle ça. Et les abeilles, par exemple, dans ce cas-là, elles ont un rôle très précis de pollinisation qui est essentiel pour produire énormément d'aliments. Pour les fruits, par exemple, il faut que ce soit pollinisé, etc. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant que la nature est intelligente et que elle sait ce qu'elle doit faire pour se réguler, que ça prend peut-être un peu plus de temps qu'un qu'un pesticide ou qu'un insecticide, par exemple, si une plante est touchée par une maladie, mais que sur le long terme, on a plus de chances d'avoir un équilibre qui se maintient et donc d'avoir à manger de l'ombre, une purification, enfin une création, une génération d'oxygène, que si on intervient, nous, en tant qu'humains? Ouais, alors, c'est une bonne question. Ça fait référence à un peu des différentes façons de voir les choses et des différentes controverses peut-être dans la science de l'écologie et de la conservation, où on se pose la question de est-ce qu'il vaut mieux séparer, protéger des parties, les laisser complètement toutes seules,
évoluer seul et les humains à côté, ou est-ce que on imagine des, plutôt une conservation de la biodiversité avec les humains et dans un cas, on laisse faire en imaginant que la nature, elle saura faire. Dans un autre cas, on aide parce que des fois, on se dit, ah, ça va peut-être aller plus vite si on aide à partir dans cette direction. Mais on Et- fait partie de la nature. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, ça pose des questions, y compris peut-être plus philosophiques ou épistémologiques sur comment la science fonctionne vraiment, euh, puisqu'on peut tout à fait se dire, je suis la nature, en fait. Je suis la nature, je suis une partie de la nature, ou même je suis la nature. Et je pense que c'est important, en fait, de se poser ces questions-là, même quand on a une réflexion un peu rationnelle ou scientifique. Ça fait aussi partie, je pense, du travail de scientifique d'aller jusqu'à ces questions philosophiques. Et après, du coup, est-ce que la nature a une intelligence? On peut l'interpréter de différentes façons. On peut dire, ah bah oui, il y a telle fonction qui va se mettre en place pour réguler, puis telle autre fonction, et c'est extrêmement complexe et on ne comprend pas toujours. Et puis, on peut aussi regarder ça du point de vue de l'autre côté, en fait, peut-être, de l'approche depuis la conscience et les cultures, les, les cultures anciennes avec les questions sur les chamans, etc., où en fait, ils nous disent qu'ils communiquent avec la nature, donc ils communiquent avec une intelligence. Mais en fait, c'est intéressant, cette question, elle peut être prise de différents angles, plus ou moins Oui, donc rationnels, plus ou moins... on pourrait imaginer qu'au travers d'un chaman, on demande à la nature que, ce, quelle est la juste intervention de notre part en ce moment, de la même manière que on peut imaginer que peut-être le reste du vivant communique aussi avec la nature, qu'il y a des abeilles chamanes, des sapins chamans, des endives chamanes qui savent quelque part, en communiquant avec ce grand esprit, parce que c'est l'idée du chamanisme, hein, qu'il y a un grand esprit qui finalement, Mm, j'allais dire régime, mais je pense que c'est pas le bon terme, mais qui travaille avec tout le vivant et que donc chaque être vivant est en communication avec ce grand esprit qui quelque part lui dicte un peu ce qu'il est juste de faire pour que justement la vie continue. Euh, je pense que le but de la vie, c'est de continuer à vivre. ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. J'ai un peu entendu ça sur peut-être des agriculteurs qui essayent de communiquer d'une façon ou d'une autre, etc. Pour l'instant, je connais très peu, mais j'avais bien envie, par exemple, des fois d'imaginer un aspect de la forêt comestible et de me dire, bon, ben, si je fais la liste Enfin, par exemple, si je cherche tous les articles scientifiques qui m'aident à gérer cet aspect-là, par exemple, comment élaguer un arbre. Un arbre dans la nature, il n'a pas besoin d'être élagué, mais à partir du moment où on se met à cultiver, on peut avoir ce besoin ou cette question. Scientifiquement, qu'est-ce que la science nous dit à ce sujet-là? Dans la pratique, un agriculteur, je sais pas, qui a fait ça toute sa vie, qu'est-ce qu'il en pense, comment il le ressent? Et puis un chaman, qu'est-ce qui, est-ce, enfin, est-ce qu'il pourrait, quel serait son résultat en essayant de communiquer avec un arbre? Et j'aimerais bien voir comment pouvoir même juste écrire un texte un jour, peut-être, sur ce sujet, en ayant ces différentes approches, sans qu'il y en ait une qui soit plus haute que l'autre, qui soit Oui, oui, considérée comme d'accord. plus juste que l'autre. J'aimerais bien, Oui, oui, vraiment quelque chose de l'ordre de la collaboration, ouais, de prendre le meilleur de chaque discipline pour en faire une une super publication ou ouais, ouais. super théorie ou enfin. Et quand je dis super, c'est dans l'idée on réunit plusieurs choses. Hmm. Finalement, qui participe à la connaissance, mais juste c'est des angles d'approche différents. Mhm. Et là, aujourd'hui, il semble que en général, on, on met de côté certaines approches comme si c'était un peu inférieur ou pas prouvées. Mais finalement, voilà, elles apportent des connaissances qui peuvent se combiner, ouais. Et peut-être se contredire ou au contraire aller dans la même direction, mais du coup, c'est intéressant. Mais même dans la contradiction, il y a des choses qu'on peut
déduire, en fait. Donc même la Mhm. Ouais, contradiction est intéressante. Plus pratiquement, Lénaïque, cette forêt comestible, comment tu envisages de la démarrer? Comment on démarre une forêt comestible, une forêt nourricière ou un jardin de forêt, comme tu l'as appelé? C'est poétique en alors, plus, le jardin de forêt, je trouve. ouais, ouais. Euh, alors, bon, il faut déjà avoir un endroit. Je pense que c'est peut-être la première étape. Même si ça peut être sur le bord, vraiment sur un balcon. Alors, on Mhm, va pas faire la même chose, évidemment. Mais sinon, voilà, on part d'un terrain et on peut déjà se documenter avant, mais finalement, le projet qu'on met en œuvre, la forêt qui va pousser, elle dépend énormément de l'endroit. Quel climat, quelle température, quelle pluviométrie, quelle orientation. Et elle dépend aussi énormément de en fait, la personne qui est intéressée, parce que ça va dépendre de comment elle voit les choses, quel temps elle a disponible. Et à partir de là, en fait, on peut commencer à réfléchir à, par exemple, ah, c'est une orientation plutôt vers le sud, avec, il y a pas mal de cailloux, donc l'eau est bien drainée, le sol est sec. Bon, bah, on va plutôt aller, peut-être, certaines plantes méditerranéennes, elles vont bien fonctionner ici. Les plantes qui aiment plutôt avoir les pieds dans l'eau, comme le saule, par exemple, on va éviter à cet endroit-là. C'est un peu risqué, ça marchera pas. Même si on peut toujours essayer, faire des expériences. Justement, c'est ça que je trouve intéressant et observer. mhm, Après, on peut se dire, bon, bah, moi, c'est plutôt l'aspect comestible qui m'intéresse. Du coup, je vais chercher dans les plantes méditerranéennes, celles qui produisent des choses comestibles, l'olivier, la vigne. euh, et puis, donc voilà, en fait, on peut y aller comme ça et on peut appeler ça, alors, en permaculture ou on appelle ça un design, une conception. mhm, Et on mhm, essaye vraiment de réfléchir le plus possible aux aspects, voilà, physiques, humains aussi, mhm. biologiques. Mais je pense que le risque avec ça, c'est quand même quand on aime bien réfléchir, qu'on aime bien la connaissance et l'intellectuel, de faire beaucoup, beaucoup dans la conception Mhm. et, et d'oublier d'expérimenter. Expérimenter. Oui. Voilà. Donc, il faut pas rester non plus. Je pense c'est un design, c'est très important parce que ça donne une direction. Et dans une forêt comestible, c'est une direction pour 10, 100, 20 ans, 50 ans. Et en même temps, c'est important. Et en même temps, c'est aussi très important de pratiquer. Et Mhm. donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre. L'idée, c'est de commencer à planter quelque chose. Et c'est pour ça que je pense aussi que l'idée du balcon, c'est pas si bête, parce que ça permet de commencer par tout petit. On peut aller plus vite, faire une conception plus rapide, tester, échouer plus vite pour essayer de recommencer, mais quand on recommencera, ce sera pas parce qu'on a trouvé tel article scientifique ou tel livre qui me dit il faut faire comme ça, mais parce que j'ai vu que moi, sur ce balcon-là, avec ma façon de faire, peut-être mes émotions, euh, Les envies aussi, le temps que j'ai envie voilà, d'y les envies, consacrer. Oui, oui. et ben cette technique-là, par exemple, je sais pas, la vigne, ça marche pas. Donc du coup, je le sais, et puis je réajuste. Voilà, donc c'est comment commencer, je dirais comme ça, commencer petit et par une conception, mais commencer quand même à expérimenter aussi. Donc, la forêt de balcon, on va l'appeler comme ça peut être le laboratoire d'une d'une plus grande, d'une forêt comestible à plus grande échelle. Et finalement, on peut à chaque fois augmenter notre, d'abord la taille de notre expérience, le temps qu'on y met, ce qu'on récolte, peut-être justement démarrer seul et puis envisager des collaborations Hmm. aussi. Et de ce fait-là, partir du micro vers le macro. Ouais, 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 exactement. Je pense que c'est... Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient faire un autre mouvement, mais si par exemple c'est un agriculteur qui est déjà expérimenté, bon, bah, Mhm, il pourra commencer différemment, mais quand on s'y connaît pas trop, par exemple, à mon avis, c'est l'idéal. Et en fait, un des points clés, je pense, que c'est parce qu'il y a des processus qui sont les mêmes aux différentes échelles. Une fois qu'on l'a compris, on peut le tester dans un bac, par exemple,
Le cycle du carbone, bah, on va apporter des déchets organiques, soit sous la forme d'un compost, enfin nos déchets de cuisine par exemple, puis ils vont se décomposer. On va pouvoir peut-être observer les insectes, les vers de terre qui font le travail de décomposition. On va peut-être pouvoir observer comment la terre change, elle devient plus noire, elle stocke plus d'eau, et on va voir, ah, bon, du coup, les plantes poussent mieux dans un sol comme ça. En fait, ça, ce cycle du carbone, ce sera le même qui va se faire dans une forêt gigantesque. Donc, une fois qu'on l'a compris tout petit, c'est la même chose. Il y a des aspects qui vont peut-être changer, mais En fait, ce que tu nous proposes aussi, pour celles et ceux qui se sont un peu éloignés de la nature, hein, qui sont pas, qui ont perdu l'habitude de cultiver, qui ont perdu l'habitude d'aller dans la forêt, c'est de quelque part refaire connaissance avec la nature, réapprivoiser euh, son comportement et retrouver notre place dans cette nature. ouais, ouais, c'est vrai. Et tout ça au départ de notre balcon. Mm. Et si on vous parle du balcon, c'est parce que l'ENAIC va nous proposer une série d'articles pour justement créer une forêt comestible sur notre balcon. Donc voilà, c'est pour ça on a beaucoup parlé du balcon pendant cet entretien. Lénaïque, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose aujourd'hui dans cette présentation vidéo avant justement qu'on ne passe aux articles futurs pour créer notre forêt comestible sur le balcon? Alors, il y a juste une idée qui m'est venue au début, mais j'ai pas eu le temps de la reprendre. C'était sur cette histoire de monoculture Oui. et polyculture. Et en fait, je me souvenais quand je faisais des études en agronomie, d'un enseignant qui était vraiment super et qui nous parlait, il revenait toujours sur le terrain, du coup, c'était beaucoup, voilà, il parlait de son expérience, de ce qu'il avait observé, etc. Et c'était ça qui était fort. Et en fait, il nous racontait comment en Asie, dans les rizières, euh, on a en fait une monoculture, c'est juste du riz. Et en plus de ça, on inonde des parcelles, des petites terrasses, et c'est un sol qui est très compacté. Et parce que comme il est compacté, du coup, l'eau ne s'évacue pas, les nutriments sont coincés, et on peut du coup avoir du riz qui pousse dans l'eau. Et donc en fait, c'était donc une monoculture, chaque année du riz, un sol compacté, ce qui est en général, on dit ah, il vaut mieux faire du non-labour. Enfin, il y a ces genres de. C'est mal de. Ça détruit le sol de labourer, etc. Et là, c'était une monoculture sur un sol super compacté et qui dure depuis des milliers d'années. Et donc, en fait, ça nous montrait un peu comment c'est très difficile, peut-être dans tous les domaines, mais particulièrement en agronomie, de savoir ce qui est bien ou pas bien Ouais. et qu'en fait, il y a toujours un cas particulier, parce que ici, ils arrivaient à combiner quand même, par exemple, avec des canards, dans certains cas, des canards qui vont être dans la rizière, par exemple, et leur déjection, leurs crottes vont On va fertiliser. fertiliser. Et du coup, ils ont tout un système qui fait que même en, en rendant le sol très artificiel, puisqu'il est compacté, en faisant une monoculture, en fait, c'est durable, puisque ça dure depuis 1000 ans et que la fertilité est toujours là. Et donc, en fait, une leçon intéressante que je trouvais, c'était, OK, bon, c'est euh, c'est- c'est aussi notre façon humaine de réfléchir à ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et à Ouais. mon avis, ça sert à quelque chose. Il y a toujours, on peut toujours en tirer. Ok, donc ça va moins bien marcher, ça va pas être durable. Mais en fait, c'est pas mal de se rappeler qu'il y a toujours probablement des cas particuliers où en fait, ben, il se trouve que ça va marcher. Mais quand on regarde, ben, c'est parce qu'effectivement, il y a quand même des cycles, il y a quand même, voilà. Alors moi, pour le coup, tu sais, ça m'amène une réflexion justement et à revenir sur cette intelligence de la nature, parce que je me dis que si ça fait 1000 ans, c'est peut-être aussi parce que la nature s'est adaptée. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est possible. Oui, d'ailleurs, le riz, par exemple, le riz qu'ils cultivent, c'est pas un riz qu'on trouve dans la nature. Le riz lui-même s'est adapté à la façon qu'il avait d'être cultivé pendant toutes ces années. Effectivement, ouais. Et C'est donc, une... quand on voit les choses comme ça, c'est fabuleux, parce qu'on peut se dire que à partir du moment où on tente de faire les choses au mieux, parce que je pense que les gens qui ont planté il y a 1000 ans ce riz, l'idée c'était de récolter et d'avoir à manger. Et donc à partir Mhm. du moment où l'intention qu'on met
est juste, eh bien peut-être bien, et là on en revient à l'idée du grand esprit, peut-être bien que justement la nature nous aide. Mm, mm. Voilà, c'était juste une Ouais, c'est réflexion vrai. qui m'est venue en t'entendant. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, Je te vois réfléchir, donc j'imagine que tu vas rechercher dans ta bibliothèque d'infos si on a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là ou au contraire, ou si c'est plutôt une exception et Non, ça me parle, mais ça me parlait plus même intuitivement, là. Plus oui, que... Ouais, ça fait pas référence à des choses que j'aurais lues, mais non, mais intuitivement, ouais. moi, Je me dis... c'est une réflexion qui m'est venue aussi de manière intuitive en me disant, mais finalement, alors on en revient à la discussion qu'on a eue en off la fois dernière, hein, qui était, mais finalement, oui, la science matérialiste nous a ramené à quelque chose de petit et de compact finalement. Mais si on ouvre le champ des possibles et qu'on imagine que ben, c'est pas seulement la nature sur Terre qui est intelligente, mais bien l'univers tout entier, on peut alors aller chercher de l'information Hmm, à différents niveaux de ce grand esprit ou de cette conscience avec un grand C en fonction du nom qu'on lui donne. hmm, Et il y a différentes obédiences dans le domaine, mais voilà, faire intervenir la spiritualité dans la forêt nourricière, ça peut peut-être avoir un intérêt. ouais, je pense. Je pense que ça peut donner beaucoup de sens, d'ailleurs. C'est le but de la spiritualité, hein, de donner du Hmm. sens, quelque part. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose encore, Lénaïque? Bon, je pense que c'est bon. D'accord. Eh bien, donc, on te retrouvera avec une série de 4 articles qui nous aideront à créer notre mini forêt nourricière sur notre balcon et à expérimenter pour peut-être des choses plus larges après. Hmm. Moi, je te remercie Je t'en et prie, puis merci. à très bientôt. Et Ouais, donc, bye avec bye la plaisir. communauté. À bientôt. À bientôt.